Reprise du débat, l'honorable député de Louis-Saint-Laurent. Merci beaucoup, Monsieur le Président. C'est avec beaucoup de sérieux et d'émotion que je prends la parole aujourd'hui. Ce n'est pas la première fois. Il y a 2 ans, à l'Assemblée nationale, alors que j'étais député dans cette législature, j'ai eu également à me lever pour discuter de cette question extrêmement délicate qui est l'aide médicale à mourir, alors que nous étions au provincial. C'était évidemment la question des soins de fin de vie. C'est donc la 2e fois que je suis confronté à ce vote et à ce débat concernant cette question extrêmement délicate, et j'entends me gouverner avec diligence, sérieux, mais surtout beaucoup de compassion. Usually, Mr. Speaker, when I rise up, I want to convince. You know, that's the job of all politicians, convince people. In that case, I don't want to convince. I just want to talk and to explain where I stand. Also, Mr. Speaker, in politic debate, there is good and there is bad. In that case, no one is good, no one is bad. Only honest Canadian citizens who want the best for the future of this country and the best for the future of our people, even if this debate is quite difficult and fragile. So, Mr. Speaker, why are we here today? Nous sommes ici parce qu'il y a 1 an, en février 2015, la Cour suprême rendait une décision qui avait des conséquences très graves et très importantes. C'était l'arrêt Carter et qui faisait état de l'aide médicale à mourir. Essentiellement, la Cour suprême ne demandait pas à la Chambre des communes et au Parlement canadien d'être pour ou contre l'aide médicale à mourir, mais bien de savoir comment l'appliquer. Et c'est là, Monsieur le Président, que tout repose notre débat. C'est sur là-dessus, ce principe-là. Nous ne sommes pas ici pour débattre du fait que l'aide médicale à mourir est bon ou mauvais, mais bien plutôt comment l'appliquer pour nos citoyens. Par contre, Monsieur le Président, et là-dessus, j'ai eu l'occasion de le dire souvent, mais je tiens à le répéter ici en cette Chambre de mon siège de député, je trouve ça très malheureux que la Cour suprême ait ordonné au Parlement canadien d'agir en l'espace d'à peine 1 an. C'est tout à fait non responsable. Parce que, Monsieur le Président, je sais de quoi je parle. J'ai siégé à l'Assemblée nationale pendant près de 7 ans. J'ai été témoin des 6 ans de travaux studieux et rigoureux qui ont conduit à l'adoption du projet de loi 52. 6 ans, Monsieur le Président. 3 gouvernements différents, 3 premiers ministres différents, l'honorable Jean Charest, l'honorable Pauline Marois, l'honorable Philippe Couillard. Et nous avons travaillé pendant 6 ans, 2 ans de consultation directe, 2 ans complètes, plus de 275 citoyens québécois ont pu s'exprimer là-dessus. Mais la Cour suprême a ordonné à ce Parlement-là d'agir en dedans d'1 an. Et pourquoi je trouve que ce n'était pas responsable, Monsieur le Président? Parce qu'on savait qu'on était en année électorale et que ce sujet-là ne tolère pas la discussion politique partisane. Malgré ça, la Cour suprême nous a ordonné de faire ça pendant 1 an de temps, à peine 1 an. Et on savait qu'à partir du mois de février, le décompte était parti jusqu'au mois de juin, puis après ça, on arrêtait tout. Parce qu'on était en élection l'automne, et donc l'arrivée d'un nouveau Parlement, et donc rien ne pouvait se faire, théoriquement parlant, pour les parlementaires avant le mois de décembre, janvier, ce qui a été le cas d'ailleurs. Bref, on a perdu 6 mois dans ce débat extrêmement important. Mais, Monsieur le Président, tout n'a pas été perdu. Parce que le gouvernement précédent, sous l'égide du très honorable député de Calgary Heritage, a mis sur pied un comité de 3 experts, dont un ancien ministre québécois, que je salue, et qui ont évalué toutes les possibilités légales et parlementaires possibles pour cette délicate question. Un document de plus de 400 pages, donc je suis bien fier de savoir que ce travail a été fait malgré le fait que nous étions en année électorale. J'aurai l'occasion d'y revenir un peu plus tard au cours de mon allocution. Donc, Monsieur le Président, le rapport est conçu, il y a une élection, un nouveau Parlement, le gouvernement crée un comité parlementaire que nous pourrions qualifier de bicéphale, puisqu'il y avait à la fois des députés et à la fois des sénateurs. Le comité était coprésidé par un député libéral et un sénateur conservateur. Bref, la base de la non-partisanerie était établie et c'est tant mieux. Malgré le fait, Monsieur le Président, que nos travaux étaient très conscrits dans le temps, à peine 5 à 6 semaines, nous avons tenu 13 rencontres, nous avons entendu 61 témoins et 132 mémoires ont été déposées. C'est bon, eu égard au temps imparti. Et je tiens à saluer chacun et chacune de mes collègues qui sont ici présents. Je vois le coprésident de la Chambre. Je vois également ma collègue de Toronto. Excusez, Monsieur le Président, je ne connais pas par cœur tous les noms de comté. D'ailleurs, les noms sont longs même. Il faudrait peut-être changer ça un de ces jours, mais ça, c'est une autre affaire. Donc, je tiens à saluer tous mes collègues d'avoir travaillé dans un esprit positif,
constructif, non partisan, et ce, Monsieur le Président, même si c'était un sujet affreusement délicat, très difficile, mais nous l'avons fait de façon sérieuse et rigoureuse. Et voilà que, Monsieur le Président, qu'après tous ces travaux, il y a 2 rapports qui ont été publiés. Un rapport principal et un rapport dissident signé par quelques collègues que je tiens à souligner d'ailleurs, le député de Langley-Undergrove, le député de Kitchener-Conestoga et le député de St. Albert, Edmonton et moi-même. Donc, Monsieur le Président, il y a eu un rapport principal et un rapport dissident. Avant d'entrer dans le cœur de ce que nous avions comme rapport dissident, puisque j'étais un des co-signataires, je tiens à préciser que oui, c'est vrai, les députés conservateurs, membres du comité, ont signé le rapport dissident. Mais ce n'était pas un rapport dissident conservateur, parce que les sénateurs conservateurs, eux, ont signé le rapport principal. So, let me no mistake, Mr. Speaker. In that case, in the dissenting report, it was not a conservative dissenting report. It was a member of parliament dissenting report because the senator under the oath of the Conservative Party signed the majority report. So it's very clear, Mr. Speaker, and we have to be very careful with that. It was not a political agenda behind our dissenting report. Alors, que contenait justement ce rapport dissident? Nous avons été animés, mes 3 collègues et moi, que je salue d'ailleurs, nous avons été animés par le fait qu'il fallait protéger les plus vulnérables d'entre nous, mais également, Monsieur le Président, par l'arrêt Carter, ce que disait la Cour suprême, mais surtout parce que nous avons appelé dans notre rapport l'expérience québécoise. Et je suis bien fier, Monsieur le Président, de dire que oui, j'ai été témoin de l'expérience québécoise et ensemble, nous l'avons appliqué dans le rapport dissident et nous avons regardé ce qui devait être fait basé sur l'expérience québécoise. Et pourquoi nous l'avons fait ici, Monsieur le Président? Parce qu'au Québec, on avait pris le temps de le faire correctement. Et qu'au Québec, après 6 ans de débat, 6 ans de travaux, 6 ans de rigueur intellectuelle et 6 ans de précautions mises à gauche et à droite, on avait abouti à certaines conclusions. Le projet de loi 52 qui est devenu loi, pour s'assurer que tout se fasse correctement avec un certain consensus social. Je dis bien certain, Monsieur le Président, parce que dans ce cas-là précis, it's very tough to have a consensus on this difficult issue. Alors, Monsieur le Président, que contenait notre rapport dissident? 5 éléments. Je vais en faire la lecture et après ça, on va y aller un par un. Nous avions des préoccupations concernant les mineurs. Il ne fallait pas que les soins soient adressés aux mineurs, que les gens qui souffrent de maladies mentales ne soient pas sujets à l'aide médicale à mourir, qu'il fallait protéger la conscience des médecins et des professionnels de la santé, que ça ne devait s'adresser qu'aux gens en fin de vie et qu'il fallait avoir une préoccupation majeure pour les soins palliatifs. Voici donc les 5 éléments de notre rapport dissident. Prenons-le un par un. Tout d'abord, il ne fallait pas que ça s'adresse aux mineurs. C'est un sujet très délicat, Monsieur le Président. La Cour suprême parlait d'adultes, donc pas de mineurs. Mais au-delà de ça, l'expérience québécoise s'adressait uniquement à des adultes. Pourquoi, Monsieur le Président? Parce que ça pose des situations quasi insolubles. Imaginez un jeune homme, une jeune femme de 16 ans qui souhaite avoir les soins de fin de vie, mais les parents ne veulent pas. Qu'est-ce que l'on peut faire? Qui a raison? Est-ce que c'est l'enfant ou les parents? Or another worst case, in the worst case scenario, if you see a children of 17 years old asking for this aide médicale à mourir, his father wants, but not his mother. Who is right? Do we try to convince the mother? Mr. Speaker, that's so difficult, that's so touchy, that's so fragile. So this is why our dissenting report put aside the minor, like guided by the Quebec experience, like did the Quebec experience. Concernant les gens qui souffrent de maladies mentales, là encore, Monsieur le Président, nous, on ne souhaite pas que cette loi-là de l'aide médicale à mourir s'adresse aux gens qui souffrent de maladies mentales. Pour la raison suivante, quelqu'un qui souffre de maladie mentale, quand peut-il donner son plein et entier consentement? Quasi impossible à définir, Monsieur le Président. C'est le propre des gens qui souffrent de maladies mentales de ne pas être conscients de ce qui se passe. Je sais que c'est terrible de dire des choses semblables, but that's the truth. This is the truth. Those who suffer with mental illness, it's very tough and difficult for them to be very clear on what they want to do. So if we put them in that kind of situation, we can see the worst. And again, Mr. Speaker,
Based on the Quebec experience, we put it aside. Parlons maintenant de la protection de la conscience des médecins. C'est un sujet, et des gens qui pratiquent l'affaire médicale là-dedans. C'est un sujet encore là délicat, mais qui est très important. Et au Québec, on avait trouvé une solution qui était un peu particulière, mais qui devrait servir d'inspiration pour le gouvernement. Le médecin qui, en son âme, on doit respecter le patient qui veut, en son âme et conscience, recevoir les soins de fin de vie, mais on doit aussi respecter le médecin qui doit appliquer ces soins-là. Il faut respecter cette personne-là. Si le médecin ne veut pas procéder, il faut le respecter. Et au Québec, ce qu'on a fait, c'est que le médecin qui ne veut pas doit référer son patient à un tiers, c'est-à-dire le directeur de l'hôpital ou du CLSC, et le tiers va le référer à un autre médecin. Donc, il n'y a pas de patient, d'un médecin qui prend le patient et qui l'envoie à un autre médecin. Il y a comme un tiers. Donc, le médecin qui, lui, est mal à l'aise de traiter ce cas-là, dont nous devons respecter la pensée, eh bien, il n'est pas pris pour donner son patient à un autre médecin. C'est de la dentelle, Monsieur le Président, mais tout est dentelle dans ce projet de loi et dans cette situation de l'aide médicale à mourir. Donc, il faut protéger la conscience. Nous estimons aussi, et là encore là, Monsieur le Président, je vous l'ai dit, c'est encore une fois basé sur l'expérience québécoise. Même chose sur la question des fins de vie. À quel moment le patient peut-il donner son consentement pour les soins de fin de vie, pour l'aide médicale à mourir? Au Québec, après avoir travaillé pendant 6 ans de temps, on est arrivé à la conclusion que c'était à la fin de la vie. Pas avant. Parce que c'est bien facile pour un gars comme moi, 51 ans, bonne santé, ça va bien, je dirais, M. le Président, moi, si je suis malade, pas de problème, hein, vous passez les amis, puis on n'en parle plus. Facile pour moi de dire ça à 51 ans quand je suis en bonne santé. Et aurais-je cette même perception-là quand je vais être dans l'extrême hiver de ma vie? Pas nécessairement. Et c'est pourquoi il faut protéger cet aspect-là. Et qu'au Québec, encore une fois, 5e élément, basé sur 5 éléments basés sur l'expérience du Québec, on va essayer le 4e. C'est précisément dit que c'est pour les patients qui sont en soins de vie qui doivent recevoir ce type d'aide médicale. Et finalement, Monsieur le Président, les soins palliatifs, mon collègue du deuxième groupe d'opposition en a fait référence tout à l'heure. Pour nous, c'est extrêmement important d'avoir les soins palliatifs pleins et entiers pour l'ensemble des Canadiens, non pas pour le tiers des Canadiens, comme c'est le cas actuellement. Donc, il faut mettre beaucoup d'emphase là-dessus. Voici donc, Monsieur le Président, qu'après avoir déposé notre rapport, il y a eu le rapport principal, le rapport dissident, les 5 éléments dont je vous ai parlé qui sont basés sur la protection des plus vulnérables, sur l'arrêt Carter et sur l'expérience québécoise, il fallait maintenant que le gouvernement procède et dépose sa loi. So what we have seen now, Mr. Speaker, is the bill C-14. And what we have seen in this bill, well, I can say that it's very funny to say that, but, you know, what we like in this bill is what this bill doesn't have. That's quite funny to say that, but that's the truth. Because the bill put aside some of the most touchy subjects that we put in our dissenting report. Dans notre rapport dissident, Monsieur le Président, nous ne voulions pas que l'aide médicale à mourir soit portée pour les mineurs ni pour les gens de maladie mentale. Le gouvernement a épousé notre position. Tant mieux, nous l'en remercions. Félicitations. Mais nous avons quand même, Monsieur le Président, d'autres préoccupations concernant ce projet de loi-là. Tout d'abord, la protection de la conscience. Il n'y a pas dans cette loi-là la protection de la conscience des médecins et de ceux qui vont avoir à pratiquer la médecine, que ce soit les infirmiers, que ce soit les pharmaciens, tout ça, pour l'aide médicale à mourir. J'ai posé la question à la ministre de la Santé lors du débat il y a 2 semaines, et elle m'a dit « c'est parce que ça relève des provinces ». Techniquement, c'est vrai. Mais nous sommes ici, Monsieur le Président, dans un Parlement fédéral. Et dans le préambule même de la loi, c'est écrit qu'il faut que la loi s'adapte et s'applique d'un océan à l'autre. Il nous faut avoir une politique nationale pour éviter des fluctuations province par province. Là encore, Monsieur le Président, j'invite le gouvernement à s'inspirer de l'expérience québécoise qui permet la protection de la conscience des médecins. Parce que va-t-il arriver, Monsieur le Président, si jamais il n'y a pas cette protection-là? Eh bien, c'est au bon vouloir des provinces de dire si oui ou non, on encadre ça de telle ou telle façon. Je comprends la bonne volonté de la ministre de la Santé, mais il y a place à trop de flou. Et dans cette situation-là, Monsieur le Président, ce n'est pas choisir entre une pomme et un orange, c'est choisir entre la vie ou non. Le flou n'est pas tolérable dans cette situation-là. Il faut donner des lignes directrices claires, particulièrement pour la protection de la conscience, parce qu'il n'y a rien de plus fragile et de plus précieux que la conscience de quelqu'un qui est là pour sauver des vies ou mettre un terme à la vie selon le désir du patient. J'invite le gouvernement à prendre observation et à prendre acte
de l'expérience québécoise et de ce que nous avons dit. Aussi, Monsieur le Président, j'en ai parlé tout à l'heure, au Québec, c'est clair, c'est à la fin de la vie que les soins sont prodigués. Dans la loi, il est question de ce qui est... Je vais le lire parce que ça fait plusieurs fois que je suis interpellé là-dessus, puis j'ai toujours de la misère tellement c'est un peu flou. Un concept de raisonnablement prévisible. Raisonnablement prévisible. Monsieur le Président, raisonnablement prévisible. Moi, je peux vous assurer une chose, je vais mourir. OK? Ça, c'est prévisible, c'est clair. J'ai 51 ans, je pense que j'en ai fait plus qu'il me reste à faire. Donc, raisonnablement, je vais mourir dans quelques dizaines d'années. Je ne suis pas pressé, soit dit en passant. Mais, bon, ce que je veux dire par là, Monsieur le Président, c'est que c'est pas clair. Raisonnablement prévisible. La première question que j'ai eue en entrevue au RDI avec Mme Julie Drolette, une ancienne collègue que je salue, elle a dit, M. Deltel, avez-vous compris quelque chose? Excusez-moi. Monsieur le député de Louis-Saint-Laurent, avez-vous compris quelque chose, vous, dans le raisonnablement prévisible? Non, pas vraiment. Non. Remarquez, c'est pour moi qui avais écrit la loi, on va peut-être poser la question au ministre. Mais bon. Tout ça pour dire, Monsieur le Président, qu'il faut que ce soit précis. Au même titre que lorsque les questions de la protection de la conscience faut être précis, même chose pour la question de la fin de vie ou de ce qui est raisonnablement prévisible. C'est beaucoup trop flou. Et d'ailleurs, Monsieur le Président, le ministre de la Santé du Québec, Dr Gaétan Barrette, a dit en fin de semaine en entrevue à Radio-Canada aux coulisses du pouvoir, et je cite, « Je suis convaincu qu'il est certainement débattable juridiquement, ce projet de loi, et concernant, et je le cite à nouveau, la mort raisonnablement prévisible. » Et voici ce qui explique ce que dit le ministre du Québec. On dit qu'il faut qu'il y ait une mort raisonnablement prévisible sans égard au pronostic sur l'évolution de la maladie. C'est parce que si la mort est raisonnablement prévisible, ça veut dire qu'il y a un pronostic qui a été établi raisonnablement. On n'en finit plus, Monsieur le Président. On n'en finit plus dans une situation de même. Donc, j'invite raisonnablement, sans jeu de mots, le gouvernement à préciser sa pensée dans cette affaire-là. Même chose, Monsieur le Président, quand il est question des infirmières et des médecins. On dit que ça peut être prodigué, les soins peuvent être prodigués par les infirmières. Je vais être bien clair avec vous, Monsieur le Président. J'ai énormément de respect pour les infirmières qui, en fin de mon expérience au Québec, tiennent le réseau de la santé à bout de bras et je les en remercie. Mais quand vient le temps de poser un diagnostic de cette importance, nous croyons que cela relève du médecin. Comme d'ailleurs, encore une fois, vous allez me trouver que je suis redondant, je répète toujours la même affaire, mais oui, mais c'est vrai. Comme l'a conclu l'expérience québécoise après 6 ans de travaux sérieux et rigoureux. Et dernier point, Monsieur le Président, la question des soins palliatifs. Nous sommes tous pour le fait qu'il y ait plus de sommes pour les soins palliatifs, bien entendu. Mais je tiens à rappeler que lors du dernier budget, il n'y avait pas de somme qui était impartie pour cette situation extrêmement importante et délicate des soins palliatifs. Nous avons entendu le leader du gouvernement en conférence de presse qui envisageait de le faire pour 3 milliards de dollars. De beaux mots, nous souhaitons que ce soit des paroles inscrites dans le budget et soyez assurés que là-dessus, on va vous applaudir et vous appuyer à deux mains. So, Mr. Speaker, nothing is perfect, especially this bill. But we have to be very concerned with that. We have to be very concerned because if we do not adopt the law, good or right, well, we will have to deal with the Carter decision. And for some person, it will be the worst-case scenario because in that case, well, you will see the Association of Medical Professionals in each province who will say something, in the other province they will say other things. Each provincial legislature will adopt a bill, and the other will adopt another bill. Well, we will see a lot of movement in Canada. And in that case, the last thing that we have to want is movement. We need a clear bill on those issues. Monsieur le Président, je tiens à vous dire que c'est évidemment avec beaucoup d'émotion qu'on prend part à ce débat. Que tous ceux qui vont s'exprimer, non seulement ont le droit de le faire, mais on souhaite qu'ils le fassent, mais ont raison. Il n'y a personne ici qui a tort, il n'y a personne ici qui a raison. Nous sommes tous des honnêtes Canadiens et nous souhaitons le meilleur pour l'avenir de ce pays et le meilleur pour l'avenir de nos concitoyens. Merci, Monsieur le Président.